Bonsoir. Accessible en quelques clics, un thérapeute sur mesure peut désormais s'occuper de votre cas. Certains sites proposent ainsi, après avoir répondu à un questionnaire, plus ou moins bref, de créer votre thérapeute IA idéal. Nous avons fait la démarche, Guy et moi. Les mots-clés sont bien choisis, accrocheurs. Thérapie traditionnelle utilisant des moyens modernes. Je cite, abordable et efficace. Les changements positifs sont attendus dès la première séance. Le questionnaire vous demande votre âge, votre genre, vos problèmes, leur fréquence, si vous êtes abattu, sans espoir, si vous pensez que vous seriez mort, que vous serez mieux mort, parce que vous serez mort, ça arrivera, mais est-ce que vous pensez que vous serez mieux mort ? Si vous avez des problèmes d'appétit, de sommeil, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. La liste est longue. Enfin, on vous demande ce que vous attendez. Est-ce que vous voulez être écouté, explorer votre passé ? Est-ce que vous voulez être challengé ? Est-ce que vous voulez qu'on prenne de vos nouvelles de manière proactive ? C'est dans un dernier temps qu'ensuite vous pouvez créer votre thérapeute IA idéal. Un homme, une femme, quelqu'un d'âgé, c'est une autre catégorie. Homme, femme, âgé. Et si vous voulez que ça se présente sous la forme d'une thérapie avec des bases religieuses ou autres, enfin il y a quelques possibilités et on vous demande aussi si vous voulez que ça aille dans votre sens. Je ne vous donne pas le nom du site qu'on peut trouver facilement. Bon, comme on peut le constater, la santé mentale est un marché. On le savait, mais ce marché change. C'est à ce nouveau marché que nous nous intéressons aujourd'hui avec nos deux invités, François Ansermet et Thierry Auquet, psychanalystes et philosophes respectivement. En fait, notre question pour aujourd'hui, et le titre qu'on a choisi pour le traiter, est le suivant. Parler à quelqu'un demain, la psychanalyse à l'heure de l'IA. Alors, à la suite de cette discussion qui sera entrecoupée donc d'une actualité de la psychanalyse, nous recevrons Sarah Camous-Marquis qui nous parlera de la psychiatrie de précision et à la fin de notre émission, nous aurons une autre actualité où nous recevrons Roland Gori qui proposera un droit de réponse à la tribune qu'il avait co-signée en novembre dans le journal Le Monde avec Cynthia Fleury et Clotilde Leguil. Bien, c'est parti pour cette discussion. Bon, alors, François Ansermet, vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de la New Lacanian School, de formation pédopsychiatre. Vous avez appartenu au comité national d'éthique pendant un certain nombre d'années, entre 2013 et 2020, 2021, quelque chose comme ça. Et vous avez fait paraître un certain nombre de livres dont je ne les cite pas tous, mais Prédire l'enfant, La dévoration numérique. Il y a aussi votre livre sur l'autisme, À chacun son génome, que vous aviez fait paraître aux éditions Navarin. Et on vous accueille aujourd'hui pour discuter finalement de cette dimension de l'IA avec Thierry Auquet, qui est philosophe, spécialiste du vivant, professeur des universités à Nanterre, oui, c'est ça. Voilà, et membre de l'Institut universitaire de France. Alors, parmi vos nombreuses publications, on peut citer Les presque humains, mutants, cyborgs, robots, zombies et nous, paru au Seuil en 2021, Le nouvel esprit biologique en 2022 aux presses universitaires de France, et vous venez de faire paraître Histoire décoloniale de la philosophie, avec le D entre parenthèses, au PUF en 2025. Vous êtes aussi directeur de la revue Critique. Bien, bienvenue à tous les deux, et pour lancer cette discussion, au fond, peut-être qu'on pourrait commencer par vous demander chacun quelle est votre définition de l'IA. Qui veut commencer ? Thierry, ok. Bon, merci de votre accueil tout d'abord. Définir l'IA, il me semble que le mot peut être discuté, intelligence et artificielle, on parle d'intelligence naturelle aussi du coup par contrepoint. Moi je vais définir l'IA comme un automate générateur de texte.
Voilà, ça dégonfle un peu la chose. Un automate, mais qui ne doit pas nous tromper par son automatisme, au sens où il y a toujours des humains derrière l'automate. Il y a d'abord les humains qui l'ont conçu, il y a les humains qui servent de base de référence à la production de ces nouveaux textes, et puis ensuite il y a tous les humains, les esclaves, je dirais, qui sont payés 3 sous pour instruire cette IA, l'entraîner, lui permettre de produire. Donc voilà, un générateur de texte à la capacité sidérante, avec dessous des bases, des contenus humains et des instructions humaines. Une capacité presque infinie, on pourrait dire ? En tout cas, très stupéfiante, et c'est ça en fait qui la caractérise. On est habitué à utiliser, presque sans s'en rendre compte, des traducteurs automatiques de texte, d'une langue à l'autre, qui sont absolument saisissants par leur performance, mais ça ne suscite pas le même engouement, alors que c'est vraiment très frappant. Ça ne suscite pas en tout cas les mêmes fantasmes, les mêmes peurs, puisqu'en fait c'est cette capacité à produire du texte qui est vraiment la nouveauté de ces générateurs de texte. Et la nouveauté dans la nouveauté, c'est que maintenant il y a une prétention à s'occuper du soin, du psychisme, voire ou de la santé mentale. La prétention, elle est universelle, puisqu'en fait, j'ai été trop restrictif déjà en disant producteur de texte. Je vais dire, ce qui me semble important, c'est la capacité à résoudre les problèmes du type, étant donné les premiers éléments de la série, compléter la série. Cette manière de faire là, qui est un test psychique classique, comment vous poursuivriez cette série ? C'est ce que font ces automates. Et ils le font avec des textes, mais ils le font aussi avec la capacité qu'ils ont de produire des images ou des musiques, par exemple. C'est-à-dire, cette fois-ci, ça sera des séries de pixels ou des séries de notes qui seront... Donc, c'est vraiment l'idée de savoir trouver le terme suivant, étant donné les premiers termes et étant donné, bien sûr, toute la base sur laquelle ça repose, à savoir les associations les plus probables d'un signe à l'autre. De fait, c'est devenu quand même un partenaire d'un dialogue. C'est pas seulement un producteur de texte. Alors, est-ce que c'est un partenaire ? Ça, c'est ça la vraie question. Oui, c'est notre question d'aujourd'hui. C'est la question, je vais dire, c'est la question qui est déjà posée dans la mythologie du golem, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait un golem ? Pourquoi est-ce qu'on produit un autre ? Et... En théorie, c'est pour faire ce que vous dites, c'est-à-dire c'est pour avoir un alter ego, pour avoir un partenaire de dialogue. En vérité, je me souviens d'avoir vu le vieux film qui présente le golem et tout, et en fait, on lui fait faire plutôt des corvées, en fait. On l'envoie faire les courses, balayer la cour. Donc, c'est un peu la même chose avec l'IA, c'est-à-dire à quoi ça nous sert ? Est-ce que ça nous sert à créer, ou est-ce que ça nous sert à nous débarrasser de tâches répétitives et fastidieuses ? Oui, on pourrait continuer avec le mythe du golem, parce que dans le mythe, il y a aussi un moment où il se retourne contre son créateur. Mm-hmm. Donc, effectivement, ce mythe, il est essentiel au sens où il inscrit non seulement le fantasme de l'alter ego, mais aussi la peur du dépassement. François, oui. Oui. Votre définition. Ma définition, je m'interroge sur le mot intelligence artificielle, parce qu'au fond, tout le monde a l'air de savoir de quoi il s'agit, et au fond, l'air de collusionner sur le mot intelligence. Pour moi, un petit déplacement pourrait aider. Est-ce que c'est intelligence artificielle ou imitation artificielle ? Parce qu'en fait, il s'agit de puiser de manière probabiliste, associative, dans un corpus qui existe déjà. Et au fond, on puise dedans, et la dimension de la surprise, de l'écart, de la discontinuité est ravalée derrière cet automate à continuité, comme l'a dit Thierry Oquet, un automate à produire des textes. Bon, on parle de l'IA générative, on ne parle pas de l'IA en général. Et l'IA générative conversationnelle procède de cet empire de l'imitation, quoi. Alors vous prenez déjà un premier biais en décalant d'intelligence à imitation, et il y a artificielle. Alors imitation artificielle, on a là une expression qui est presque de l'ordre du pléonasme. Absolument, oui. C'est-à-dire que c'est pléonasme, mais c'est un pléonasme angoissant. Parce qu'on finit, j'ai eu obsessionnellement le désir d'interroger l'intelligence artificielle sur certaines questions, sur l'IA générative, et au fond, finalement, à force de s'obstiner, l'IA disait ce que moi-même j'avais dit. Donc finalement, on se retrouve comme dans un miroir, quoi. Il parle jamais de lui, il parle toujours de vous. Il parle toujours puisqu'il prend de manière corrélative. Puisqu'il n'a pas de lui.
Il n'a pas de lui, il les prend de manière corrélative. Peut-être un autre mot qu'on pourrait utiliser pour déplacer l'intelligence artificielle, c'est empathie artificielle, parce que ça touche peut-être notre thème. Oui. L'IA générative répond toujours, immédiatement. Vous écrivez quelque chose, il y a un petit balancement de quelques secondes, et puis ça génère un texte qui, au fond, se déplie selon toujours à peu près le même format. Et au fond, ça donne une impression qu'on est entendu par le... Donc c'est ça, vous dites qu'il n'y a pas un lui, il n'y a pas un sujet derrière, et pourtant, il y a un semblant qui fait croire qu'il y a quelqu'un qui vous parle. Oui, alors ça, c'est pas le problème de l'IA générative, c'est le problème du sujet lui-même, qui au fond a une sorte de nécessité à trouver son miroir. C'est certainement son problème, mais l'IA ne semble pas faciliter sa tâche. Il y a quand même une production d'une illusion qu'il y a quelqu'un qui répond et qui est empathique, comme vous dites. Oui, d'où le fait qu'il y a eu des études, même sur le champ médical, qui ont montré que les patients trouvaient l'IA plus empathique que les médecins. Parce que les médecins sont amenés à dire des choses, là je parle de médecine somatique, des choses plus ou moins désagréables à entendre, tandis que l'IA va toujours dans le sens de ce qui est attendu. Mais bon, c'est vraiment l'envers de l'empathie freudienne, si je peux rappeler. Alors, vous parlez de la médecine. Moi, je voudrais poser une question à vous deux qui va directement vers notre question d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez, une première réponse très courte sur la question l'IA remplace le psy. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Alors, est-elle délirante? On va faire court, chacun, l'un. Voilà. Je commence en disant, c'est la fête au malentendu. On est vraiment dans le malentendu total. Il n'y a rien de plus opposé qu'un psychanalyste qui ne répond pas et qui laisse la place au sujet comme réponse, et une machine automatique, je reprends le terme de Thierry Hoquet, qui répond toujours et immédiatement. Donc au fond, c'est curieux qu'on en vienne à rapprocher ces deux champs. Alors, on dit avec Lacan que l'exploit de la psychanalyse, c'est d'exploiter le malentendu. À nous d'exploiter ce malentendu comme une nouvelle forme de surgissement de l'humain, mais de l'humain non pas du côté de l'automate, mais du côté de l'usager. Donc vous pensez qu'on peut exploiter cette idée? Je pense qu'on est à risque d'être pris dans une sorte de fascination, et on est à un risque presque performatif d'induire nous-mêmes l'idée qu'il y a là un remplacement possible. Alors peut-être, juste avant que Thierry vous répondiez, la question de est-ce que le psychanalyste peut être remplacé par l'IA, je pense que c'est peut-être important de reprendre la dimension du thérapeute, ce qui est proposé d'ailleurs par le site qu'on a consulté avec Gil, c'est-à-dire le thérapeute virtuel, et la possibilité même qu'on puisse envisager un thérapeute virtuel, parce que c'est au-delà, effectivement la psychanalyse c'est radicalement différent, mais au fond la pensée même qu'il puisse y avoir un thérapeute virtuel fait déjà question. Est-ce qu'on peut produire du soin par la parole à partir de la génération de textes que vous évoquiez tout à l'heure? Alors moi, il me semble que en fait, si on accepte les termes de la question, je vais pas, l'IA remplace-t-elle le psy? En fait, l'IA, elle prétend. Moi, je dis elle prétend. Vous avez dit il tout à l'heure. Elle prétend, parce que c'est l'intelligence. Elle prétend remplacer tout le monde en fait. C'est-à-dire, elle prétend remplacer personne, l'IA. Mais en tout cas, on nous vend des services, on nous offre des services qui potentiellement nous invitent à nous poser la question de à quoi on sert, nous. C'est-à-dire pourquoi est-ce que nous, on s'adresse les uns aux autres plutôt que de s'adresser à une machine. C'est ça la question fondamentale. En fait, du coup, tout le monde est soumis à cette question de à quoi je sers. Est-ce que les profs vont être remplacés? Est-ce que les musiciens vont être remplacés? Les compositeurs, etc. Les acteurs même. Donc aujourd'hui il y a des dialogues qui sont générés, qui présentent des capacités incroyables et puis surtout une rapidité de traitement. Imitation c'est parfait parce que ça rappelle, ça remet les choses sur un plan important, mais c'est une imitation générative en fait, et c'est ça qui nous saisit. Donc cette capacité générative, elle paraît
toucher au cœur même de ce qu'est la production humaine, la plus-value humaine, la créativité, l'inventivité. Donc c'est ça qui est très important, parce qu'on a l'impression, en tout cas, de cette capacité. Alors vous dites l'IA ne prétend rien, c'est juste, mais il y a quand même des gens qui veulent, disons, qui ont l'idée d'exploiter l'IA dans ces buts-là. Avec la peur éventuellement que ça soit l'IA qui nous exploite à la fin. Et heureusement qu'il y a des gens, parce qu'à eux au moins on peut s'adresser et leur dire qu'ils sont en train de nous proposer un délire. Mais ce que je voudrais faire maintenant, c'est arrêter je dois le faire. On va arrêter notre discussion pour la continuer tout de suite après l'actualité de la psychanalyse, qui va être présentée par Sarah Camus-Marquis sur la psychiatrie de précision. Bonjour Sarah Camus-Marquis, vous êtes psychanalyste à Rennes et vous allez nous parler dans votre chronique de la psychiatrie de précision. On vous écoute. Relevons comme un fait significatif l'émergence de règles de mesure, violentomètres, harcélomètres et autres O-mètres qui visent à repérer les comportements de violence. En médecine, en psychiatrie et dans le social, c'est la même logique, dite de précision, qui s'applique et dont nous avons à cerner les contours. Vous voulez dire que cette logique a quelque chose de nouveau, en tout cas dans les domaines que vous citez? En effet, ce n'est pas de toujours que l'homme a ainsi chiffré le malaise qu'il habitait. Mais avec la science moderne, une fois l'instrument de mesure en main, il a pu voir, au-delà de la perception, tout voir, par extension de la lunette astronomique, jusqu'à l'intérieur de son corps et de son cerveau. Pensons ici à Lacan, qui nous avait averti d'une médecine où le corps serait entièrement photographié, radiographié, oubliant la jouissance au-delà de l'imagerie. S'appliquant les mêmes lois que celles qui régissent les planètes, l'être parlant se traduit en data dont il suffirait d'explorer les corrélations. Soulignons que la dite précision se voudrait mesurer tout ce qui fait désordre en lui. La violence, la folie, la douleur, la souffrance. La primauté du diagnostic traduit ce rêve fou d'entrer le mot de passe qui donnerait la solution pour maîtriser le malaise. Rien de diabolique dans l'IA, sinon ce à quoi peut conduire cette velléité. Alors, quels effets ça produit dans la clinique ? Puisque tout peut se voir, se quantifier, s'expliquer, il est devenu inutile de décrire. La langue des patients et des professionnels s'est largement appauvrie. L'époque fait une grande place à la parole, parler fait du bien, mais c'est un langage assimilable par la machine qui est promu. Les patients n'ont de cesse d'utiliser les mêmes mots valises. Les parents peinent à parler précisément de leurs enfants. Rares sont les psychiatres qui usent de la finesse de la psychiatrie du début du siècle dernier. On parle à l'infini. Et de l'autre côté, on mesure, on médique. Le tout sans que le sujet tire conséquence de ce qui fait désordre en lui. Alors, la psychanalyse a une autre façon d'appréhender ce malaise. Que pourriez-vous nous en dire, s'il vous plaît ? Pour la psychanalyse, le désordre est aussi bien ce qui palpite et fait le vivant. Ce qu'il s'agit de ne pas omettre, comme le rappelait Francesca Biagicai, c'est que la parole fonde et symptomatise l'être. L'eau du langage ne fait pas que couler. Elle laisse sur le corps, comme dans une passoire, des détritus, des bouts de phrases marqués de jouissance, qui ont un poids, un effet singulier et qui ne se résorbent pas dans le sens. Ces détritus, l'analyste en fait le plus grand cas.
Pour les serrer, il prélève, il ponctue, il fait résonner, il coupe. Son interprétation est d'une toute autre précision. Il ne demande pas combien sur une échelle, mais comment. Comment ça s'éprouve singulièrement dans le corps. Il entend comment ça se dit, ou ça ne peut pas se dire, ce à quoi ça répond. Une chance pour le sujet d'apprendre à parler sa propre langue et de repérer le réel auquel il a affaire. C'est-à-dire de s'en faire responsable pour s'en débrouiller autrement. Et ce que vous nous dites, ça concerne, au-delà des analystes, des professionnels aussi. Tout à fait. Les institutions abritent encore quelques collègues, qu'ils soient médecins, infirmiers, éducateurs, qui... Tout le monde apprécie le quelque. J'ai pas fini la phrase. qui parfois, sans le savoir, font de la dentelle. Ils proposent, ils attrapent un détail, ils prélèvent une invention. En un mot, ils permettent qu'à partir des détritus se fassent des trouvailles. À nous de valoriser ce savoir-faire, quel que soit son nom, pour qu'il ne disparaisse pas sous l'uniformisation. Car les détritus ne se mesurent pas avec des échelles. Ils sont des cailloux qui ne passent pas dans la machine, ni dans le sens, ni dans l'ordinateur. Et tenter en vain de les dissoudre, c'est risquer de s'y cogner plus fort. Bon, un grand merci Sarah Camus-Marquis. Nous savons que vous devez partir, sauf si vous voulez rester avec nous. Vous pouvez encore rester. Oui, bon, très bien. Tant mieux parce que je pensais peut-être vous demander à tous les deux si vous voulez dire un mot par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Oui, moi, je pense que votre intervention sur la psychiatrie de précision, qu'on pourrait décliner aussi la médecine de précision ou la médecine personnalisée, va tout à fait dans le sens de ce que j'appelais la fête au malentendu. Parce qu'au fond, là, il y a un malentendu sur la singularité. Il ne s'agit pas de singularité, il ne s'agit pas de l'invention du sujet, il ne s'agit pas de la réponse du sujet, il s'agit d'une universalisation du sujet propre à ce type de démarche. Universalisation dans une banque de données corrélées dans lesquelles on va puiser dans l'infini des données. Et au fond, on est exactement à l'opposé de la démarche propre à ces, comme vous avez dit, ces quelques artisans qui restent encore présents dans les systèmes de santé. En même temps, elle a dit rien de diabolique dans l'IA. Elle a précisé ça. Ah oui. Non, parce qu'elle... c'est autre. Enfin, je laisse maintenant Thierry répondre. C'est-à-dire que c'est totalement autre, c'est totalement différent. Je veux dire, le problème, c'est ce rapprochement. Bon, moi, ma crainte, c'est que à force de le rapprocher, on finisse par créer ce rapprochement qui, en fait, n'existe pas. Je crois que c'est important, en effet, je pense, de ne pas rigidifier la distinction entre le combien et le comment. C'est-à-dire que finalement, les techniques de métrique, puisque c'est là-dessus que vous avez commencé, on pourrait dire qu'elles ont leur utilité dans leur registre, dans leur champ. C'est intéressant d'avoir des indicateurs. C'est pas inutile. Ça permet d'objectiver les choses, ce qui est quand même parfois une vertu, alors peut-être pas en psychanalyse, mais dans le débat, dans la discussion, dans aussi l'action politique ou sociale qu'on doit avoir par rapport à certains comportements. Objectiver, c'est pas rien. En tout cas, ça peut servir de point de repère, ça peut éclairer. Donc, je suis bien d'accord sur l'idée qu'il ne faille pas confondre les registres, mais en tout cas, il ne s'agit pas de les opposer et dire non, mais moi je suis dans le comment, je ne suis pas dans le combien. Le combien peut être un instrument aussi dans la perception qu'on a de la situation. Et l'autre chose, peut-être, ce qui m'a frappé, c'est des choses qui, bien sûr, me touchent énormément, mais une sorte de vision romantique de l'humain et du vivant, l'humain qui palpite, voilà. Ça me plaît beaucoup, mais je me dis, au fond, justement, le combien, la métrique, elle met tout ça à plat, et donc elle a quelque chose de très
terrifiant parce qu'elle nous vide de l'accès à ce romantisme du vivant, ce romantisme vital. Et en même temps, c'est sa vertu, je trouve. Elle nous oblige à nous dire, mais qu'est-ce qu'on met en fait derrière là-dedans ? Parce qu'en fait, on peut toujours opposer l'humain qui est comme ça, créatif et qui ne vaut pas par sa réussite, mais qui vaut toujours par son manque, par son défaut, par son ratage. Mais en même temps, de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Est-ce que vraiment on n'a pas de contribution positive à apporter de manière... Alors, voilà, c'est un peu là-dessus que vous me faites réfléchir. Vraiment, je trouve ça très juste. Voilà. Alors, vous venez de parler de ce qui est palpitant, ce qui est vivant. Je pense que vous travaillez beaucoup la question de la vie. Vous nous avez parlé de la question de la présence du corps ou pas. Oui. Est-ce que peut-être on peut aborder cette question-là Moi, je me dis, effectivement, pauvre IA. Hein, je m'apitoie un peu sur cette IA, parce qu'en fait, elle est sans corps, sans sexe, sans cœur, sans cerveau. Le problème avec l'idée qu'elle remplace le psy, c'est que c'est un sans-corps qui va rencontrer des corps, oui. sans les voir, sans savoir qu'une anorexie, par exemple, est en train de disparaître, et il va continuer à lui répondre alors qu'elle sera peut-être dans un autre monde. Elle peut répondre à quelqu'un qui est déjà mort, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ça continue de puiser dans des données. Et au fond, on pourrait dire, si on rapproche de la clinique psychiatrique des aliénistes, ça se rapproche du syndrome de Cotard, quoi. On pourrait dire que l'IA, c'est une sorte de syndrome de Cotard, comme ces patients qui se pensent justement sans corps, sans organes, sans sexe, sans rien dedans, et qu'au fond, on peut se dire que vers quoi va-t-on aller si on est... Enfin, c'est pour ça que je dis pauvre IA. Hein. Quand on pense... Pauvres personnes qui ont le syndrome de Cotard aussi, parce que s'ils pensent qu'ils n'ont pas de corps, et en plus ils vont rencontrer un thérapeute qui n'a pas de corps, oui. C'est surtout inquiétant pour rapport à eux. C'est plus qu'inquiétant, c'est une forme extrême du malentendu, quoi. On se dit. J'aimerais juste mentionner sur ce sans-corps, parce que quand j'étais au comité d'éthique, on a été consulté pour les dead bots. Les dead bots, c'est-à-dire la création d'un personnage disparu, d'un enfant en particulier, à partir d'hologrammes, et qui sont propulsés par l'intelligence artificielle, capables d'initiative, ou donnent l'illusion d'être capables d'initiative. Et qu'au fond, il y avait une nouvelle relation qui s'installe entre une mère, par exemple, comme en Corée, il y a eu une expérience qui a été célèbre et qui a amené ces discussions entre une mère et cet hologramme doué d'intelligence artificielle appelé Deadbots. Ou bien on peut dire, je vais me faire un digital twin. Plutôt que de venir à Paris pour discuter ici, je fais aller mon digital twin, mon jumeau digital, qui lui va puiser dans une banque de données de ce que j'aurais déjà dit. Alors ça correspond à ce que promeut une fraction idéologique, je dirais, de l'IA, celle qui dit que la disparition du corps est corrélée à l'idée de l'éternel. On se débarrasse du corps pour devenir éternel. Oui. Est-ce qu'on rêve de cette éternité ? Parce que quand ils ont mis en avant la mort de la mort, qui a été vraiment la question transhumaniste, au fond, survivre en tant que disquette, en tant que mémoire digitale. Il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Oui. Thierry Oquet. Oui, je pense qu'au fond, la question de ce que peut le corps, elle est ancienne. Et en fait, c'est ce à quoi nous confrontent les capacités incroyables des nouvelles machines. Parce que c'est ça, en fait. Tout ce que font les machines, c'est autant de retirer à l'âme. Donc, c'est en ce sens que les machines et les capacités des machines, elles nous obligent à être peut-être matérialistes en une certaine forme et du coup, peut-être réductionnistes. C'est ça la question. En tout cas, elles nous interrogent sur le spiritualisme, sur la mystique, sur toutes les choses un peu imperceptibles et dont on pensait qu'elles faisaient la différence des humains dans l'ensemble des êtres existants.
Donc elle nous oblige à une approche qui met en doute ces choses-là. Du coup, ce que peut le corps, mais aussi, du coup, ce que peut l'absence de corps. François Ansermet disait très justement, pauvre IA, sans sexualité, etc. Mais finalement, le problème de la sexualité de l'IA, il ne nous concerne que très peu. En revanche, le fait que nous ayons envie d'avoir une sexualité ou un équivalent de sexualité avec des IA, avec des machines, c'est aussi quelque chose qu'on ne doit pas complètement laissé de côté, c'est-à-dire c'est pas d'un côté les humains, de l'autre côté les machines. Les machines, ce sont des instruments que produisent les humains. Et il se trouve que les humains... de leur fantasme. Voilà, et il y a des projections fantasmatiques qui sont pas du tout à nier. Donc ce que ressent l'IA en elle-même, je ne vais pas entrer dans cette... Je préfère considérer ça comme une boîte noire, on va dire. En revanche, toutes ces questions de projection des humains sur leurs machines et surtout la complexité des relations qui se nouent entre les humains et leurs machines, ça, c'est un sujet qui doit intéresser les psychanalystes. Ceux qui s'adressent à elle avec une grande politesse, ceux qui l'insultent, etc. Enfin, toute la question, en effet, de ce qu'on y met. Je voudrais revenir juste sur la question de deux termes que vous avez employés, Thierry Hoquet. Vous avez mis une petite distance avec le terme de remplacement, quand on a parlé d'être remplacé, est-ce que le psy peut être remplacé par l'IA? Et puis vous avez parlé tout à l'heure à propos du vivant du romantisme. Et alors, on a parlé beaucoup de la perte, de la pauvreté. Au fond, il y a aussi la question de qu'est-ce que ça ajoute. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui disent moi j'ai posé des questions à ChatGPT avant de venir vous voir et ça m'a un peu aidé à faire le tri. Et donc il y a aussi la dimension de ce que ça peut ajouter dans la même veine de à quoi ça répond de pouvoir s'adresser à quelqu'un, en effet, qui n'a pas de corps, qui n'a pas de jugement, qui n'ira pas à l'encontre de ce que vous dites, qui ne vous inquiétera pas. Enfin, potentiellement, en tout cas, c'est ce qu'on croit ou ce qu'on peut investir là-dedans. Oui, on peut dire que la discussion porte sur l'usager, c'est-à-dire... Et le terme est bien choisi, là. Oui. Il fait usage de quoi? Il fait usage d'une illusion, il fait l'usage d'une imitation, il fait l'usage d'un miroir. Et au fond, nous, on doit intégrer ça à nos préoccupations. Moi, j'ai eu un patient qui s'amusait, puisqu'il était lui-même dans les hautes technologies, à, entre guillemets, vérifier mes interventions, les séances. Et ensuite, il disait, de la dernière séance, vous avez dit ça, mais ChatGPT pense que, etc. Et puis, au fond, on a pu intégrer ça comme s'il me disait, j'ai eu comme une association parmi d'autres. Et au fond, il s'agit de ne pas être sidéré, fasciné devant l'IA. Et d'intégrer ce phénomène de notre époque comme un phénomène clinique parmi d'autres. Si quelqu'un me dit j'étais au café et en voyant ma tasse de café j'ai pensé que, ça me va, c'est du même ordre. J'ai parlé avec mon IA générative qui m'a dit que. Et qu'est-ce que vous pensez de Grok par rapport à ChatGPT, par rapport à Mistral maintenant, puisqu'on est en France. Enfin, donc... c'est question de goût, parce que moi je préfère les analysants de Freud qui se réunissaient dans le café à côté et qui parlaient de leur analyse, des interventions du grand maître. Je préfère un chocolat chaud à Vienne que tapoter sur mon iPhone. Bon, mais d'ailleurs, vous avez tapoté tous les deux avant cette discussion et vous avez interrogé ChatGPT sur le thème de notre émission et de savoir que répondrait ou que dirait François Ansermet et que dirait Thierry Hoquet. Est-ce que l'intelligence artificielle vous a bien imité? Alors ça, c'est une initiative, je tiens à dire, de Thierry Hoquet qui est immédiatement... Alors, comme c'est votre idée, c'est vous qui allez nous en parler. Non, je crois que c'est bien de se dire ça, parce qu'en fait, on a l'impression qu'utiliser des machines ou se tourner vers les machines, ça déterminerait ou ça caractériserait une sorte de manque de la part de l'usager, de l'utilisateur, qui serait incapable de supporter la mise en relation avec l'autre, qui aurait peur d'être contredit, qui voudrait être renforcé dans ses propres obsessions, qui ne supporterait pas la contradiction, etc. Donc tout ça, en fait, je crois qu'il ne faut pas se dire, en tout cas on doit se libérer de cette idée que utiliser ces instruments, ça soit abolir sa subjectivité.
Parfois, ça s'ajoute, en effet. C'est un ajout. Effectivement, je pense que ça offre un contrepoint, ça offre des moyens de gagner du temps, ça offre un miroir, c'est pas inutile, en fait. Alors, ce que vous nous racontez aujourd'hui, est-ce que c'est... pas être enfermé dans son miroir. Mais... Est-ce que ce que vous nous racontez aujourd'hui, ChatGPT vous a aidé à le formaliser, par exemple Pas du tout, parce que moi, ça me fait rire, en fait. Mais je trouve ça intéressant, justement. En gros, ça vous donne l'image la plus probable de ce qu'est un philosophe ou de ce qu'est un psychanalyste. Est-ce que ça vous a répondu, ce que vous aviez l'intention de dire à François Premièrement, j'ai été sidéré, on va dire, mais ça me fait souvent ça, en fait. Je pense que l'effet d'apparente immédiateté du produit a quelque chose de sidérant, c'est-à-dire la capacité à produire quelque chose d'apparence construite, articulée et signifiante en un éclair. C'est absolument sidérant. Donc ça, c'est le premier point. Sidération devant la richesse du produit, en fait, la complexité et l'astuce. Voilà. Deuxième point, moi, je ne suis pas prêt complètement à abdiquer, à me coucher devant les machines. Donc, deuxièmement, je me mets au travail, parce qu'il faut se mettre au travail devant le résultat. Donc, je lis, et là, je me dis, non, mais là, ça va pas. Là, c'est caricatural. Là, ça a l'air d'être deux choses, mais en fait, c'en est une seule. Donc, oui, effectivement, j'ai un interlocuteur, j'ai une base de réflexion, et ça me permet, moi, de me positionner. Peut-être parce que j'ai un certain penchant pour l'esprit critique ou la contradiction, mais en tout cas, ça aiguise mon intelligence. Et en ce sens, je crois que c'est la fonction aussi d'un alter ego, d'être comme ça dans l'interlocution, enfin pas l'interlocution, mais en tout cas, voilà, ça réveille, voilà, merci. Oui, donc c'est l'expérience de Thierry Hoquet qu'il a proposé dans nos échanges pour préparer ce moment, était assez amusante. Enfin, c'est vrai que il y a François Ansermet dit que, après j'ai dit, bon, bah, quand même, Thierry, on va dire aussi qu'est-ce que dit Thierry Hoquet. Et là-dessus, ils ont puisé dans une extraordinaire banque de données. Ensuite, il a eu l'idée de faire un dialogue entre les deux. C'est vrai que ce dialogue était plausible. On pourra comparer avec l'émission qu'on vient d'avoir. Mais là, il y a plein de surprises, de décalages, de discontinuité. Mais au fond, cette position de sidération pose la question fondamentale de un certain, je dirais, risque de servitude volontaire. Une sorte de servitude volontaire à son insu. Et qu'on préfère sa servitude à sa singularité. Et qu'au fond, on rejoint la Boétie dans une version contemporaine de la Boétie. Je pense que la Boétie aurait ajouté un paragraphe à son traité sur discours sur la servitude volontaire. Ça m'amène à une question de laquelle vous avez parlé précédemment. Vous avez dit c'est le problème de l'usager. S'il croit qu'il y a un sujet derrière le... Alors, c'est le problème de l'usager, et pourtant, à qui la responsabilité quand il y a des effets de l'IA qui sont destructifs. Donc on connaît cette histoire du suicide, quand les gens tombent amoureux d'un personnage fictif. On peut imaginer plein d'autres choses qui se passent après dans la vie. Oui. Suite, on consulte l'IA, on fait des choses. Après, qui est responsable ? Oui. Toujours l'usager ? En psychanalyse, c'est certain. Pour nous, on apprend à être responsable de tout. Oui. Ça, moi je poserais qu'on est responsable, que l'usager est responsable, que, au fond, par rapport à la question posée ici, l'IA versus psychanalyse. Par contre, je reste assez, intrigué, je ne sais pas ce que Thierry Hoquet en pense, par rapport à la crainte des concepteurs de l'IA par rapport à l'IA. Quand même, quand il y a eu le prix Nobel 2024 de Hinton et Hopfield, les deux prix Nobel, dans leur discours de prix Nobel, ils sont à la base des réseaux de neurones, etc., ils ont fait un discours donnant une alerte généralisée sur les risques de l'intelligence artificielle, et en particulier l'intelligence artificielle générative. Donc c'est quand même assez unique que quelqu'un qui a un prix Nobel de médecine et de physiologie
ils ont peur de la responsabilité Donc là, c'était judiciaire. prix Nobel de physique, excusez-moi, en fait, mais enfin, c'est comme si on disait que là, ça touche la santé, et au fond, un prix Nobel recevrait sur des découvertes fondamentales qui vont changer le traitement du cancer et ne parle que des risques destructeurs de leur initiative. Alors c'est pas du tout la même chose effectivement que quand Freud disait ils ne savent pas que nous leur apportons la peste en arrivant aux États-Unis. C'est pas du tout du même ordre. Déjà la formulation est différente. Ils ne savent pas que versus nous avons là vraiment des technologies qui ont un risque qu'on ne mesure pas encore. Il parlait d'ailleurs de Hopfield de réaction en chaîne. Comme par rapport à l'énergie atomique, réaction en chaîne non contrôlable, un déchaînement de causalité. Il me semble là-dessus qu'il ne faut pas non plus essentialiser ces outils. Ce sont des outils évolutifs. Ce sont des outils derrière lesquels il y a des humains, en fait. Donc quand les premières IA ont commencé à donner des contenus racistes et sexistes, on les adressait à ne plus le faire. Donc, ce sont des outils évolutifs. C'est dans ce sens que je dis ne pas essentialiser. Ce sont des outils d'abord qui existent dans une grande disparité de moyens. Il y a des IA spécialisés, etc. Donc, il ne faut pas essentialiser l'IA en général. Ce sont des instruments divers, parfois certains très ponctuels, techniques, etc. D'autres, effectivement, ceux qui sont en accès libre, sont gratuits parce qu'en fait, ils exploitent les contenus que nous leur versons pour s'enrichir, nous leur servons d'entraînement, et donc en fait il n'y a pas d'essentialisation au sens où l'IA n'est que ce que nous en faisons, nous les utilisateurs, mais aussi les concepteurs en fait. Donc c'est d'où l'importance de reprendre la main sur la conception de ces instruments. Ça c'est très important. C'est très bien dit parce qu'on pourrait saisir ça en disant le problème c'est pas l'IA, c'est l'humain. Bien, peut-être qu'on peut s'arrêter là-dessus, en vous remerciant pour cette discussion qui effectivement a fait preuve d'un joyeux bazar, peut-être plus que le terme un peu familier que j'ai utilisé tout à l'heure, mais en contrepoint effectivement de l'aspect très rangé et à tiroir de cette discussion virtuelle que vous aviez eue au préalable. Merci beaucoup François Ansermet et Thierry Hauquet pour votre participation à cette émission sur À qui parler à l'heure de l'IA. Tu annonces maintenant le... Et j'annonce la prochaine rubrique puisque nous allons écouter maintenant le droit de réponse de Roland Goury. Le 4 décembre dernier, Roland Goury a co-signé une tribune dans Le Monde avec Cynthia Fleury et Clotilde Leguil sous le titre « L'élimination de la psychanalyse n'a jamais amélioré le soin, mais elle a appauvri l'idée de ce qu'est un être humain ». Cette tribune concernait l'amendement 159 présenté au Sénat visant à dérembourser des actes réclamant de la psychanalyse. 4 jours plus tard, le 8 décembre, dans une chronique diffusée lors d'une émission de Studio Lacan, notre collègue Élise Etchemondi a vivement critiqué cette tribune. Avec Jacques-Alain Miller, nous avons pris contact avec Roland Goury pour offrir aux signataires de la tribune du Monde un droit de réponse à ces critiques. Roland Goury ayant accepté la proposition, nous lui donnons aujourd'hui la parole. Roland Goury est professeur honoraire des universités, psychanalyste, membre de l'espace analytique, président de l'association Appel des Appels, et auteur de vingtaines d'ouvrages, dont le dernier de date s'intitule « Décivilisation, les nouvelles logiques de l'emprise ». Il est avec nous aujourd'hui à distance depuis Marseille. Roland Goury, la parole est à vous. Alors, je voudrais d'abord remercier Jacques-Alain Miller et Gilles Carroz de m'avoir invité sur TV Lacan à réagir aux propos de notre collègue Élise Etchemondi, qui commentait assez sévèrement la tribune que nous avons publiée dans Le Monde avec Cynthia Fleury et Clotilde Leguil. Cette tribune est parue le vendredi 5 décembre 2025, c'est-à-dire au moment où le Sénat étudiait un projet de loi condamnant, je cite, les soins, actes et prestations se réclamant de la psychanalyse. Ce projet a été
retiré depuis, après une forte mobilisation des professionnels, mais projet qui a été quand même suivi peu de temps après par l'adoption d'une proposition de loi que la droite majoritaire au Sénat a donc votée et qui promeut les centres experts de la Fondation fondamentale, qui sont rebaptisés soins de troisième ligne, comme le paradigme de référence en psychiatrie. Or, nous le savons, en France, l'ambition de cette fondation fondamentale est de faire prévaloir les recherches et les pratiques essentiellement basées sur la neurogénétique, les sciences neurocognitives, l'épidémiologie et bien sûr les industries pharmacologiques et excluant en tout cas totalement les approches psychanalytiques et psychothérapiques orientées par la psychanalyse. De ce fait que Le Monde ait donné à notre tribune le titre « L'élimination de la psychanalyse n'a jamais amélioré le soin » était tout à fait bienvenu de notre point de vue. Alors je crois qu'il était important de rappeler ce contexte, car avant de parler de quelque chose, comme disait Lacan, n'est-ce pas, comme se plaisait à le dire Lacan, on parle à quelqu'un. Et cette tribune, elle s'adressait à l'opinion publique, aux décideurs politiques et aux professionnels. C'est donc un discours exotérique et non pas ésotérique que nous avons tenu pour rappeler que l'histoire de la psychopathologie n'est pas seulement l'histoire de ses concepts, l'histoire de ses méthodes, mais, comme l'a montré Michel Foucault, c'est aussi un fait de civilisation. Et la manière dont notre société traite la psychanalyse et la psychothérapie aujourd'hui révèle les valeurs sociales qu'elle privilégie et celles qu'elle réprime, qu'elle inhibe, qu'elle empêche. Donc il s'agissait pour nous dans cette tribune d'informer, de provoquer une réponse politique afin de pouvoir continuer à exercer la psychanalyse au moment même où des conditions sociales et culturelles menaçaient son existence sociale. Dans cette tribune, ce que nous tentons de provoquer, c'est donc une mobilisation politique susceptible d'arrêter autant que possible, n'est-ce pas, les ravages de la technocratie et de stopper l'arrogance des croisades contre la psychanalyse et, d'une manière générale, contre la clinique psychopathologique. Il s'agissait donc d'une parole de communication et non pas de révélation. Et je crois, encore une fois, qu'il n'y a aucune lâcheté morale, comme le prétend notre jeune collègue, à informer l'opinion de l'importance de la parole dans la relation de soins, comme, bien sûr, dans l'espace politique. Il n'y a aucune accointance dans nos propos avec le CAIR et le discours bien pensant, comme le croit notre collègue, et il n'y a, encore une fois, aucune honte à réaffirmer qu'un sujet ne se réduit pas à la somme de ses comportements et que ses symptômes ne se réduisent pas à des déficits neurocognitifs. Les paroles ne sont pas du blabla, comme elle se plaît à le dire. Les paroles convoquent une écoute. Elles exigent un autre qui puisse en incarner le destinataire, le corporifier. Et il n'y a aucun mépris à avoir pour des notions comme dignité ou empathie. L'empathie, le terme y est employé par Freud. Alors, finalement, Einfühlung n'est pas pour lui une effusion affective, ça désigne un type d'identification, ce qui est un point très important. La dignité ne renvoie pas non plus à la moraline, la dignité renvoie à l'assomption d'une charge, et puis aussi au passage aux testicules du cerf. Nos propos s'inscrivent dans le sillon de la tribune de Jacques-Alain Miller, publié dans Le Monde d'octobre 2003, c'est-à-dire au moment des débats sur l'amendement Accoyer. Jacques-Alain Miller avait d'ailleurs intitulé sa tribune « De l'utilité sociale de l'écoute ». C'est un texte excellent, rigoureux, dans lequel il rappelle que l'écoute est devenue, je le cite, un facteur de la politique et un enjeu de la civilisation de masse. Et dans cette tribune, Jacques-Alain évoque des notions comme l'honnêteté, la sérénité, qui sont des notions qui parlent aux personnes auxquelles on s'adresse, qui parlent à l'opinion publique, qui parlent aux décideurs politiques. Ça n'empêche pas pour autant, bien évidemment, et en aucune manière, de rappeler rigoureusement que l'objet petit a, ressort et résultat de l'acte analytique, ne saurait se laisser réduire par les procédures et les standards auxquels la folie technocratique tente de soumettre les psychanalystes. Pour conclure, je trouve les propos de notre collègue de la meilleure teneur lorsqu'elle nous rappelle, après Aristote et Lacan,
que la politique exige une éthique. Et les mots mêmes qu'elle emploie sont ceux du séminaire L'éthique de la psychanalyse de 1959-1960 de Jacques Lacan. Par contre, je trouve ces propos outranciers lorsqu'elle utilise ces concepts si précieux pour les transformer en un jugement moral condamnant notre humanisme au moment même où la psychanalyse, et avec elle toute la psychopathologie clinique, se trouve menacée par des sociétés de contrôle qui tentent de réduire la polyphonie des discours, l'équivoque des paroles, à l'infobésité. Il convient, je crois, de savoir à qui on s'adresse quand on parle, à qui on adresse nos discours, et il convient de savoir qui sont nos véritables adversaires. Je vous remercie. Merci Roland Gori, merci à nos intervenants d'aujourd'hui, et nous vous disons au revoir. Merci. Et à la semaine prochaine. Au revoir.